Bonsoir à tous. L'évolution de la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest inquiète la classe politique au Cameroun. Le député Cabral Libby demande au président de la République de convoquer en urgence le Conseil national de sécurité pour réexaminer la stratégie de défense mise en place dans les régions en crise. Selon le président national du PCRN, le Cameroun a perdu ces derniers jours de façon totalement horrible des soldats qui ne faisaient que défendre l'intégrité du territoire. Le bilan des soldats tombés sur le champ d'honneur est lourd, insupportable et inadmissible selon le député Cabral Libby. Cependant, l'armée affirme qu'elle a neutralisé et démantelé la plupart des camps de terroristes séparatistes qui écumaient les villes anglophones. Cette flambée des violences meurtrières a engendré une détérioration de la situation relative aux droits de l'homme entre des actes de torture, des meurtres, enlèvements contre rançon, utilisation d'engins explosifs improvisés, exécutions extrajudiciaires et arrestations arbitraires. Le Cameroun est devenu l'un des États africains les plus conflictuels et insécurisés selon Global Peace Index. Dès lors, des questions se posent. Pourquoi le Cameroun persiste dans l'application d'une solution militaire à la crise qui sévit dans le nord-ouest et le sud-ouest? Que vaut le plan présidentiel pour la reconstruction des régions anglophones, la mise en place d'un statut spécial, la désignation, l'élection des chefs traditionnels au sein d'une chambre et la récente désignation des médiateurs peuvent-elles apaiser le cœur des populations meurtries du fait des affrontements armés entre les forces de défense et de sécurité et les groupes armés séparatistes? Comment lutter contre cette vague d'extrémisme violent qui se répand dans cette partie du Cameroun? Ce soir, c'est l'heure de vérité pour Ayapol Abiné, magistrat hors hiérarchie, ancien député, ancien avocat général près la Cour suprême et président de l'ONG Justice for All. Il est l'invité de l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision. Ayapol Abiné, bonsoir. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous les téléspectateurs. Je suis ravi d'être là et je vous remercie de l'invitation. Merci d'être avec nous pour cette émission. Et pour mener à bien cet entretien, je suis en compagnie de Armstrong Formy. Armstrong, good evening. Bonsoir, Cedric Nofele. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for trusting us again. We are on to another edition of your favorite program, La Vérité en Face. And today we are having as guest Justice Barrister Ayapol Abiné. He served in Cameroon in different ranks and in different places. Also, as an Attorney General, he's been a Chief Justice in Cameroon. He is also a one-time member of our Parliament in Cameroon, and presently he is the founder and president of Justice for All, based in the southwest region of Cameroon. Barrister Justice, thanks for accepting our invitation. I'm really glad to be among you. I hope I'll be able to say what I think, as I've always done. Once again, we're happy to have you. Thank God. Et sur le plateau, Duval Fango est avec nous. Duval, bonsoir. Bonsoir Cédric, bonsoir à l'invité. Thank you. Et bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Ayapol Abiné, cela fait 4 ans qu'un conflit armé persiste dans le nord-ouest et le sud-ouest. Selon le discours officiel des autorités administratives, la situation sécuritaire est sous contrôle. Seuls quelques groupes de bandits persistent encore dans des agressions des populations. Est-ce que vous faites le même diagnostic de la situation sécuritaire dans cette partie du Cameroun? Bien, vous savez qu'il y a des discours politiques et la réalité. J'ai eu l'honneur de suivre ce que a dit le gouverneur du Sud-Ouest il y a quelques semaines, je pense bien. Il a bien dit que la guerre est terminée. On ne fait plus que le ratissage et que à partir de janvier, la guerre sera derrière nous. Après son discours, il n'a pas fait une semaine, on a enlevé 5 délégués à Indian. Et vous, journalistes, vous savez beaucoup plus que moi ce qui se passe actuellement.
honorable Cabral Libby l'a bien, n'est-ce pas, résumé. Ceux qui ne sont pas au sud-ouest peuvent tout dire. Et c'est très très loin de la réalité. Pour arriver ici, il m'a fallu 1 heure de ma maison à Moutenguene à cause de l'embouteillage. Ce qui signifie que les populations continuent à déserter les zones rurales pour venir se réfugier à Buea. Nous n'avons jamais eu un tel phénomène à Buea. Ce qui veut dire que la guerre est présente et réelle. Je suis à Buea depuis octobre 2017, après ma libération. Et depuis lors, j'ai fait à peine 10 jours au total en dehors de Buea. Et ce que je vis et ce que je vois, rien n'a changé. S'il y a eu changement, c'est plutôt pour le pire. Et je sais que la dernière semaine, presque tous les 2 jours, un chauffeur a été abattu au Central Market, c'est-à-dire la route qui mène vers la résidence de l'ancien Premier ministre M. Moussangé, presque tous les 2 jours. Et comme Cabral a souligné, la semaine dernière, par exemple, il y a eu tellement de morts de côté militaire qu'on n'a plus besoin, n'est-ce pas, de demander à quelqu'un qui est sur place pour raconter. Nous trouvons ça dans les réseaux sociaux. Donc, si j'avais à dire, je pourrais dire tout simplement que la situation est allée de mauvais en pire. Aya Polabine, comment les populations vivent-elles cette situation? Vous avez parlé d'exode rural massif depuis les localités rurales vers Buea. Comment vivent-elles? Quel est l'état d'esprit des populations que vous côtoyez au quotidien? Et c'est la désolation. La désolation. Quelqu'un qui quitte son village, il a quitté sa maison, son chien qui le nourrit et se réfugie à Buea. Qu'est-ce qu'on peut espérer? La désolation. Il n'y a pas une semaine, nous avons eu le malheur de tomber sur 2 filles qui savaient où aller, ils savaient comment trouver à manger, et elles avaient des enfants. Et il y a quelques jours, une fille qui a été acquittée au tribunal militaire de Buea avec un enfant, elle a donné naissance à cet enfant étant en prison. Aujourd'hui, elle se réfugie chez moi. Elle ne sait plus où aller. Elle ne sait pas si les parents sont encore vivants. Et s'ils sont vivants, où ils sont actuellement. C'est la situation. Mais vous qui êtes peut-être ici à Douala, si quelqu'un ne vous raconte pas ça, vous ne pouvez rien comprendre. Mais justement sur l'accueil de toutes ces personnes en difficulté, comment vous faites? C'est vrai que vous avez une fondation que vous dirigez, mais comment vous vous organisez pour les accueillir? D'où viennent tous les moyens nécessaires pour faire face à toutes ces demandes-là? On se souvient qu'il y a quelque temps, vous indiquez d'ailleurs que votre pension en retraite était bloquée. Pour faire d'une pierre deux coups, est-ce que cette question a été réglée? Mais sur cette question, j'ai été plutôt mis à la retraite le 1er juillet 2017. Et depuis lors, j'attends toujours ma pension. Ce qu'il y a de pire, c'est que ça fait 18 mois qu'on a gelé mes comptes. Personne ne me dit pourquoi. Quant à la fondation, ces comptes étaient gelés presque le même jour que les miens, ainsi que les comptes privés du directeur de la fondation. Si bien que ça fait bientôt 2 ans
que la fondation ne se paie plus. On est désolé. De temps en temps, on tombe sur le cas tel que je viens de citer, à titre personnel. Mais comment supporter, c'est ça la question centrale. Je n'ai pas de moyens. Il y en a qui disent que je me vois bien. C'est tout simplement parce que le bon Dieu m'a béni avec de bons enfants. Quels sont les motifs qui vous sont présentés pour justifier le gel de vos comptes et ceux de la fondation? Quant à la fondation, c'est mon fils qui est le directeur. Je n'ai jamais été membre de cette fondation. Il est vrai qu'en tant que mon fils, de temps en temps, il venait me rendre compte de ce qu'il faisait. Une fois, quand on les a repoussés à la prison de Yaoundé, ils sont venus donner ce qu'ils avaient à donner à Yaoundé, à Moliko, à mon église. Et on m'a invité comme un hôte d'honneur. Et j'étais appelé à remettre le matelin symbolique à un enfant de 4 ans. Donc je ne suis pas membre de la fondation, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. J'ai écrit à la présidence en mai, début mai. J'ai dit j'ai tant souffert, sans que personne me dise pourquoi. Donc je veux savoir pourquoi mes comptes sont gelés. On retient d'abord ma pension pendant 4 ans. Et puis, le peu que j'avais épargné dans mon compte est bloqué. Au moment où je parle, j'attends encore l'accusé de réception. Parce que, paraît-il, même la banque n'a pas eu la courtoisie de me dire que mes comptes étaient gelés. Et vous savez qu'il y en a qui savent que quand j'étais en captivité, il y en a qui appellent ça détention. J'ai développé des crises cardiaques. J'ai aussi perdu l'œil gauche. Comme je suis là, voilà pourquoi il y en a qui ont même déjà constaté que, vous voyez, il faut que je tourne comme ça pour voir tout le monde. Donc je me suis présenté à la banque pour retirer un peu d'argent pour aller acheter mes médicaments. Et je vous rappelle, je vous dis peut-être par rappeler, que j'ai 11 médicaments à prendre tous les jours. Et quand j'ai mis la carte, on m'a dit opération refusée. C'est alors que je suis entré dans la banque demander qu'est-ce qui se passe. J'ai des avoirs dans mon compte. Et c'est en ce moment qu'ils m'ont dit, oh, ils ont reçu des instructions de la porte 220 de la délégation à la Sûreté nationale, disant que selon les hautes instructions de la présidence, on devait geler mes comptes. C'est tout ce que j'ai eu comme explication jusqu'au moment où je parle, 18 mois après. Lorsque vous entrez dans votre banque et que vous n'avez pas de possibilité d'accéder à vos avoirs et que vous êtes informé de cette manière, quel est le sentiment qui s'empare de vous? Comment vous vivez ça? Non, je sais que selon le régime sur place, leur ennemi numéro 1, c'est Paul Aya. Pour des raisons que je ne connais pas jusqu'à présent, je ne maîtrise peut-être pas. Vous savez qu'une fois, pendant 17 mois, on a retenu mon salaire, sans aucune raison. Jusqu'au moment où je parle, une partie de ce salaire est toujours retenue. Donc ce n'est pas la première fois. Quand j'ai vu ça, je dis, bon, donc la bataille continue. Même après ma libération, cette bataille continue. De quelle bataille vous parlez concrètement? La bataille que l'État, n'est-ce pas, le régime, n'est-ce pas, fait contre un certain Ayapol. Pour des raisons qu'ils ont encore à m'expliquer. Toute ma vie, tout ce que je fais, c'est dire la vérité. Comme nous allons continuer à causer ici, quand vous allez me poser des questions, je vais vous dire la vérité sans craindre personne. Je n'ai crainte de personne. Now you are talking about something. It's really disturbing there to understand that your accounts have been blocked and you are
retirement dues are not being given 3 years after. It's disheartening and 4 disturbing. years. 4 years after. Now, a question that Cameroonians, those who at least knew you several years ago, will want to ask is this: where did things fell apart between you and the CPTM-led government? Given that you were once a CPTM, you have worked in positions in Cameroon wherein you are appointed by the president, who is currently the head of state. When and how did things fall apart? I do not know whether it started when I was still in the judiciary in the early years, because I hear people say justice are odd. Justice in Cameroon is not independent. Everybody knows that. So they tried to get me to do certain things which I would not comply in accordance with my conscience and the law, such that to get promoted from grade 3 to grade 4, instead of the 4 years, 4 normal years when you are qualified for a promotion, they kept me there for 10 years. I then entered the National Assembly, and I thought that laws are meant to be enforced. This is the law this is the Constitution saying that we are a bilingual country. And then I see a bill in Parliament almost entirely in French, and I get up and say, no, this bill should go back for proper translation before it can be debated. And the Minister of Justice at the time, my friend, I can call him boss and friend, Amadou Ali, got up and insulted me on the floor of the House and said, after all, I was a simple grade 4 magistrate, he was dealing with super scale, and after all, that's Mr. Gwan Messia, his Secretary General, who is super scale. That is not done. And the Speaker did not call him to order. That's where trouble started. And then, of course, I went on to condemn waste in Cameroon. Until today, nobody can justify to me that the Secretary General at the presidency of the Republic has 2.5 million every day. Even on a public holiday on Sunday, he has 2.5 million, for his fuel. That's a man that doesn't travel. The Secretary General of the presidency, daily income of 2.5 million a day. I said this over and over. Then I saw how much money was wasted for what they call out-of-station allowance. And I said, if you reduce this by half, you would employ 3,400 Cameroonians at 100,000 each per month for 10 years, for just 1 year reduction. And I brought this out. When things didn't work, I went on to oppose the constitutional amendment that put an end to the term limit. That was in 2008. And I went on and resigned from the CPDM. Then that same year, in 2011, I stood presidential election against the current president. And that was for the first time that the president's name changed from Mr. Paul Biya to Biya Paul. They just came and put him immediately. Aya Paul, it was Biya Paul in alphabetical order. What was the objective? What was the strategy? All my scores, most of my scores were simply swapped with those of Mr. Biya. If I had 50 and Biya had 20, they just brought my own. Maybe that was the reason. But for the first time in Cameroon here, we heard that it was no longer Paul Biya, but Biya Paul. And so those things continued up to a point where the Anglophone crisis came to a head, because the things had been there over the years. Mais sans vous interrompre, Aya Paul Abine, mais ce que vous dites là paraît quand même assez grave concernant cette élection présidentielle. Est-ce que
vous faites une analyse, est-ce que vous faites des projections, vous faites des spéculations, ou bien vous avez des éléments palpables et concrets qui vous amènent à faire cette affirmation-là au sujet de ces résultats de l'élection présidentielle 2011? In Manu, I swept the board. In the end, they gave me only 28,000 votes. In Le BLM, I swept the board. In Kupe Manenguba, I swept the board. Those are facts. I mean that people, very many people know. Those are facts. So I say nothing which, I mean, I cannot convince myself is true. Parce que les résultats définitifs vous donnaient 1,26%. But in all presidential elections in Cameroon, apart from the last one, where have you heard, apart from Frundi, that anybody had up to 1%? Those things are done in advance. An election is just a formality. The results are prepared in advance. If you remember, in 2013, they had prepared that I was going to win the Akwaya Council. The only council my party was going to win was the Akwaya Council. So when on the field, the DOs and whoever, changed the results, the government spokesman went on the air and said, I had won Akwaya Council. The former government spokesman, that was Issa Chiroma. Issa Chiroma. He said it to the hearing of everybody that had won the council. So results are prepared in advance, and election is just a formality. But you are outlining some things, things that, according to you, contributed to the relation between you and the Yaoundé regime today. You say possibly those could have been the things that got them so angry with you to the level where they had to freeze your account and all what is happening today. Now you got to when you contested against the CPTM party, and I was to raise the point that even after that election you still found favor when you were appointed at the Supreme Court. I'm happy you've asked that question. You see, the Cameroonians, especially the Anglophones, confuse everything. There's a difference between my career and politics. At the time I was appointed to the Supreme Court, I was the highest Anglophone judge. In all Cameroon, I was at the Supreme Court, let me see, I was the highest Anglophone judge. In other words, most qualified. Most qualified. And they didn't even give me the position I ought to have occupied. The man was appointed Procurator General, was same grade with me, but I was above him by age. And by law, he ought not to have been my boss. And they even took somebody lower than me on index 1115 and made him Premier Avocat General and put me on index 1300 as his deputy. So at that time, I was the most qualified Anglophone judge, not only that, but the law on the election of members of parliament provides very clearly that if a magistrate is elected to the National Assembly, to parliament, he is presumed to be on detachment. At the end of his term of office, he comes back to the magistracy automatically. There are no formalities. The president did not appoint me as such. I came back after my 11 years in parliament, as stipulated by law. I had to come back to the judiciary, and that's what happened. And people look at it as if the president gave me a bonus. The president. Mais c'est bien de nous expliquer ça, Paul Labiné, parce que justement, comme vous le dites, on a le sentiment que soit il y a une incompréhension, soit pour certains vous avez fait une sorte de volte-face, parce que selon les indications que vous donnez, lorsque en 2008 vous décidez de vous opposer à la modification de la Constitution, certains estiment que c'est peut-être à partir de ce moment-là que il y a des incompréhensions entre vous et, on va dire, le système dirigeant en place. Ensuite, en janvier 2011, vous démissionnez à l'Assemblée nationale. 2010. Ensuite, vous portez comme candidat à l'élection présidentielle en 2011. Et au terme de cette élection présidentielle, on a le score de façon officielle, même si vous avez d'autres indications. Mais sauf que plus tard,
vous retournez effectivement à la Cour suprême sur une décision du président de la République. Et à ce moment-là, beaucoup estiment qu'il y a eu comme une sorte de réconciliation au cours où vous vous êtes rendu compte que le système que vous vouliez combattre était redevenu soudain peut-être meilleur, ou que vous vous êtes trompé de trajectoire. Comment on apprécie cela? Parce que pour beaucoup, c'est le même système que vous avez dénoncé. Quand vous parlez par exemple de ces frais de carburant, les frais de mission, les séminaires qui sont organisés, et qui de votre point de vue, si cet argent était économisé, cela permettrait, vous avez dit, d'employer 34 000 jeunes à qui on donnerait 100 000 francs de salaire par mois pendant 10 ans. Alors, vous ne pouvez pas dénoncer un système comme celui-là, et puis plus tard, le sentiment qu'on peut avoir, c'est que vous être retourné à la maison mère. Merci pour cette question, parce que finalement, je peux expliquer aux éditeurs francophones, aux téléspectateurs francophones. Je dis bien que il y a une loi sur l'élection des députés. Une loi, il ne s'agit pas d'un décret, ordonnance, une loi votée par l'Assemblée nationale. Et cette loi stipule que tout magistrat élu au Parlement est considéré comme d'être, n'est-ce pas, en détachement. À la fin de son mandat, il réintègre la magistrature d'office. Il y a une loi, que je viens de citer, je ne sais pas les vrais chiffres, mais une loi sur l'élection des députés à l'Assemblée. Et à cette disposition. Donc, à la fin de mon mandat de 11 ans à l'Assemblée, il était de mon droit de retourner, de réintégrer, n'est-ce pas, la magistrature. Et c'est ce qui s'est passé. Il y en a qui pensent que M. Biya m'a nommé. Non. C'était mon droit, selon la loi. À la fin de mon mandat, je devais réintégrer la magistrature, et c'est ce que j'ai fait. Et il y a cette confusion aussi, c'est la confusion des pouvoirs au Cameroun. Le judiciaire est complètement détaché de l'exécutif. Tout ce qui se passe, qu'il s'agit des séminaires, de carburant, de quoi, c'est perpétré par l'exécutif. Le rôle de la magistrature, du judiciaire, c'est de contrôler, n'est-ce pas, de condamner ceux qui font, n'est-ce pas, qui commettent ces infractions. Donc, le troisième pouvoir, second, selon, n'est-ce pas, le Cameroun, la législature. J'étais donc dans la législature, et après la législature, j'ai réintégré le judiciaire. Il n'y a rien dans la législature qui concerne, n'est-ce pas, la préparation du budget. Et je veux insister ici que l'Assemblée nationale, puisque je n'étais pas au Sénat, je ne peux pas parler du Sénat, l'Assemblée nationale n'est pas une institution qui fonctionne. Tout projet de loi de la présidence entre, comme ça se dit en anglais, garbage in, garbage out. On ne peut, en dehors de M. Marafa, M. Amadou Ali, on ne peut même pas ajouter, n'est-ce pas, un point au projet de loi, sauf avec consentement de la présidence. Donc, le budget tel que je condamnais n'a rien à voir avec l'Assemblée nationale. Donc, je vais insister sur ce point que, après mon mandat, j'ai réintégré la magistrature. Il ne s'agit pas de nomination de M. Biya. C'est selon la loi. Il est vrai que selon la Constitution, le président de la République nomme les magistrats. Alors, donc, c'était mon droit. Et en ce moment, je vais insister, j'étais le magistrat le plus gradé parmi les anglophones. Alors justement, vos problèmes concernant le gel des avoirs commencent au moment où la crise anglophone prend
une tournure très violente avec l'entrée en scène des affrontements armés en 2017 et une déclaration du chef de l'État en fin d'année 2017 qui promet de combattre tous les bandits et terroristes qui sèment la terreur dans cette partie du Cameroun. Pensez-vous qu'il y a un lien entre le gel de vos avoirs, des possibles suspicions de vos supposés liens avec ces groupes armés séparatistes et les actions menées par le gouvernement pour amener la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest? Est-ce que vous y voyez un lien? Je peux peut-être commencer par expliquer que parmi les Camerounais de mon âge, j'étais parmi ceux qui ont bénéficié de tout ce que l'État, n'est-ce pas, a fait, surtout le point de l'éducation des jeunes. Étant au lycée bilingue, certains week-ends, on nous donnait même le savon pour faire la lessive. J'ai fait 7 ans au lycée. Voilà pourquoi j'essaie, n'est-ce pas, d'être bilingue. J'ai fait 7 ans au lycée. Donc nous étions des enfants chéris. Enfants gâtés, comme ça se dit parfois, n'est-ce pas, chez nous. Après le lycée bilingue, je suis allé à l'université de Yaoundé, du Cameroun, comme ça se disait à l'époque, l'université fédérale du Cameroun à Yaoundé. Et pendant que j'étais à l'université, j'ai trouvé une francophone que j'ai épousée. Donc je suis parmi les Camerounais les plus intégrés, n'est-ce pas? Quand j'ai appris le droit, j'ai constaté que les prescriptions des Nations Unies selon le Cameroun méridional, comme ça, c'est méridional, je pense bien, Ouest Cameroun, n'étaient pas suivies. N'étaient pas suivies selon, n'est-ce pas, la loi. Cameroun occidental. Au Cameroun occidental. Southern Cameroun, comme oui. Donc, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? J'ai demandé que les autorités m'écoutent et que nous passions à une fédération de 10 États. Si les Camerounais de deux côtés avaient voté pour une fédération de 10 États, on n'allait plus soulever le manquement de 61. C'est ce que j'avais en tête. Donc j'ai préparé mon élection de 2011 avec cet agenda. Et j'ai fait la campagne pour une fédération à 10 États. En 2016, quand les avocats et les enseignants ont repris, n'est-ce pas, la question du manquement de 61, l'État a répondu qu'il s'agit de demandes corporatistes et qu'il n'avait pas le droit de parler, n'est-ce pas, de la politique, parce que la fédération, c'était la politique. En ce moment, alors, j'ai demandé au consortium de nous intégrer, nous, en politique, pour que l'État n'ait plus la possibilité, n'est-ce pas, d'avancer des arguments contre leur capacité de soulever ce problème. C'est à partir de ce moment il paraît qu'on a jeté lui le feu. Et l'État, se rappelant de ma précédente, de ce que j'ai fait avant, ils ont profité de l'occasion pour m'enlever. Je l'ai dit ici même une fois, que le projet était de me tuer. Mais malheureusement, quand ils sont arrivés à la maison pour m'enlever, il y avait mon cousin, il y avait mon fils, le directeur d'Aya Foundation et ma femme. Donc, bien avant, ils avaient en tête
que je ne devais pas exister. Si c'est une question des groupes armés, ils ne devaient pas retenir mon salaire pendant 17 mois. Comment est-ce qu'ils pensaient que je vivais? Comment? À l'époque, 2013, il n'y avait pas de problème anglophone tel que nous connaissons aujourd'hui en 2013. Permettez-moi d'ouvrir une petite Et le même parenthèse. problème s'est posé en 2013? Non, je dis que le problème ne se posait pas tel qui s'est posé en 2016. Mais on a quand même retenu mon salaire pendant 17 mois. When before the start of the Anglophone crisis, Yes, in 2013. they held their salary. They withheld my salary for 17 months. Okay. Until today, they're still owing part of the salary. On n'a pas liquidé. But you are highlighting some key things there that Cameroonians very few know. But I was about to ask this because when you make reference to the failures of 1961, the question I have in mind is if you are referring to the resolution 1608 of the United Nations vis-a-vis the governance agreement between Southern Cameroon and Cameroon and Britain, or you are referring to the failures out of the Fumban conference of that year, then July 21st. Let me start somewhere before I come there. I have a newspaper, an English-speaking newspaper, where the President of the Republic, the present President, Mr. Biya, called up wise men, intellectuals, that they should search all the archives and see if there is any document on reunification of Southern Cameroon with the Republic of Cameroon. And they came out and said in clear terms that there is none. One went on to say that in any case it was like a big brother, the Republic of Cameroon opening the arms for the younger brother, the smaller brother to run into his chest. That's not law. That is, I don't know how I can classify it. That's it. Until this moment, I am talking. If the Republic of Cameroon, anybody, any one of you even, can produce anything to show that there was actual reunification between Southern Cameroon and the Republic of Cameroon, I will never talk about that issue again. The resolution 160815 of 21st April 1961 stipulated that the administering power, that's Great Britain, United Kingdom, the government of Southern Cameroon and the Republic of Cameroon shall meet and finalize. That's the operative word, finalize. The coming together. You are coming together on what terms? I tell people at times it's so difficult to get laymen to understand. If you marry with all the pomp and pageantry, and that marriage is not consummated, it is not valid. C'est la raison pour laquelle vous considérez qu'il y a eu un mariage, mais qui n'a pas été scellé par un accord officiel. That is it. Et donc on est toujours dans les fiançailles, dans vos propres termes. Sort of. That is in compliance with the resolution of the United Nations. Some people, especially French-speaking people, say that the decisions of the General Assembly, resolutions of the General Assembly are not binding. All of us know that. But not binding in what sense? If the resolutions of the General Assembly are not binding, then of course West Cameroon, Southern Cameroon never ever joined East Cameroon because that resolution 16 was of the General Assembly of the UN. So failure to comply with the prescription of that resolution is the root cause of everything in Cameroon, whether you appoint 1 million what they call national reconciliator, or you make 20 million T-shirts in the name of reconstruction. How do you start reconstruction? By making T-shirts.
But that's what I saw. Mais est-ce qu'au niveau de ceux qui défendent cette cause, ou du moins est-ce qu'ils pensent qu'il faut absolument revenir à ces fondamentaux, est-ce que la question a déjà été portée au niveau des Nations Unies, par exemple, parce qu'il s'agissait quand même d'une résolution des Nations Unies. Alors vous qui défendez cette cause-là, est-ce que vous avez déjà essayé, vous avez tenté une procédure, je parle à un magistrat, dans le sens de réhabiliter ou bien de faire réexaminer cette question-là? Est-ce que vous avez essayé des choses en ce sens? Et quelle aurait été la réaction des Nations Unies? As a member of Parliament, en tant que député, j'ai écrit une pétition au secrétaire général des Nations Unies sur ce sens. Et j'avais souligné qu'il était important de régler ce problème à ce niveau, parce que sinon, on va s'acheminer au point où nous aurons peut-être les égarés qui vont, n'est-ce pas, prendre les armes. Et si nous arrivons à ce stade, il est inévitable que nous ayons des groupes qui ne seront pas, n'est-ce pas, du groupe initial. C'est-à-dire, ils ne vont plus dépendre du groupe initial. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Ah, vous avez indiqué ça dans la lettre? Dans la lettre, et cette lettre a été publiée par un journal de M. Abobala. Ouais. Il m'a demandé s'il pouvait publier. Il a publié dans un journal. Vous dites que vous étiez député dans entre 2002 et 2010. Oui, peut-être 2009-2010. J'étais encore député. Et quelle était la réaction? Ils n'ont même pas accusé réception. C'est ce qui se passe. Vous voyez, le problème, selon son introduction, il parlait de conflit le plus négligé. On ne sait pas ce qui se passe. Parce que personne n'a jamais voulu que nous ayons un règlement pacifique de cette situation. Personne. Parce que si le président de la République, en tant que Premier ministre, avait déjà saisi ce problème, et qu'il a appelé les sages, je ne sais pas moi, les intellectuels, et ces intellectuels lui ont répondu qu'il n'y a aucune pièce sur la réunification, tout le monde s'attend à ce que le président dit, bon, qu'est-ce qu'on fait alors pour aller de l'avant? Asseyons-nous et voyons comment on peut, n'est-ce pas, c'est pas moi, essayer de pallier à ces manquements. Mais plutôt, dans tous ces discours, il dit qu'il va régler le problème par des moyens militaires. Et ces moyens militaires ont été déployés depuis 4 ans à Paul Abiné. Il y a un bilan humain qui est lourd, tant du côté des civils que des soldats, selon la dernière sortie de Cabral Libye, mais également des éléments des groupes armés séparatistes. Comment en est-on arrivé là? En 2016-2017, le gouvernement avait estimé que c'était une situation qui pouvait être réglée en quelques mois. On a vu des jeunes brandir des armes traditionnelles pour faire face aux soldats, pour s'en prendre aux gendarmes et policiers en faction dans cette zone. Aujourd'hui, les Nations Unies notent qu'il y a l'utilisation d'engins explosifs improvisés, enlèvement contre rançon, meurtre de civils, incendie des villages et des écoles. Comment en est-on arrivé à une telle violence sous vos yeux, Ayatollah Biné? Nous avons commencé par le bilan. Et je sais que personne ne peut nous donner le bilan de la guerre actuellement. Personne. Il y a des enlèvements de part et d'autre. Il y a des exécutions extrajudiciaires presque toutes les semaines. Il y a des jeunes qui sont égarés et personne ne sait exactement où ils se trouvent actuellement. En tant que personne, j'avais un centre d'orphelinat pour les filles à Akoya. 4 ans après, parce que c'était envahi par des militaires, 4 ans après, il y a des filles qui étaient là, dont on ne connaît pas leur sort. Donc, personne ne peut donner le bilan. Quand j'entends qu'on a tué au moins 3000, je ris seulement.
Depuis qu'on a empêché Aya Foundation d'aller au Nigeria, il y a des milliers qui sont morts de faim. Vous savez, si on ne mange pas bien, l'immunité naturelle, n'est-ce pas, n'a plus de force. Il meurt presque toutes les semaines. Donc le bilan est très lourd. Voilà pourquoi, quand j'entends Honorable Cabral Libye demander une réunion de conseil de la sécurité, je dis, mais voilà quelqu'un qui d'abord, avant d'être député, avait bien dit que tous les anglophones sont des terroristes. J'ai entendu ça en direct, c'est pas que quelqu'un m'a dit, il avait dit. Mais est-ce que ces propos, n'ont pas été tenus dans un contexte visant à identifier ceux qui avaient pris les armes et qui perpétraient des actes contre les forces de l'ordre? C'est pas tous les anglophones qui avaient pris des armes. Il a fait cette déclaration généralisée. Donc si aujourd'hui, parce qu'on a tué des militaires, demande réunion de conseil de sécurité, moi, je vois que c'est son habitude. Les gens meurent tous les jours. On enlève des jeunes qui sont vendus partout dans le monde. Nous avons lu des situations où des filles au Nigeria, dans les camps de réfugiés, préféraient prendre des maris en échange avec un régime de plantain pour pouvoir survivre. Et l'Assemblée n'a jamais rien dit. L'Assemblée ne veut même pas discuter de ce problème. Donc, lui, il parle en tant que c'est peut-être de parti, mais c'est un parti qui n'a jamais pensé que la vie des anglophones a aussi la valeur. Des soldats ont été déployés dans cette partie du Cameroun pour préserver l'intégrité du territoire et défendre les populations contre les exactions des groupes armés séparatistes. C'est le discours officiel du gouvernement. À côté, il y a eu un plan d'assistance humanitaire pour répondre aux préoccupations de ces populations déplacées. Est-ce que ce plan d'assistance humanitaire, selon vous, a réussi à couvrir tous les besoins de ces populations victimes des affres de cette guerre? Est-ce que, je ne sais pas si je peux vous poser des questions, mais je vais poser une question rhétorique. Est-ce que vous-même, vous voyez qu'il y avait eu un plan, n'est-ce pas, d'assistance humanitaire publique, sauf pour se présenter devant les caméras de la télévision? Vous pensez qu'on avait cotisé 13 milliards et aujourd'hui personne ne peut nous dire exactement ce qui s'est passé avec ces 13 milliards. Ce plan était tout simplement parce qu'il ne voulait pas que les Nations Unies, n'est-ce pas, se saisissent de la situation. Donc le plan d'assistance humanitaire n'a jamais été un projet proprement pensé et préparé. Mais vous-même, depuis combien de temps, depuis que ce plan n'existe plus? Donc si les gens ont mangé il y a 2 ans et n'ont plus faim pendant ces 2 ans, on fait un plan d'assistance humanitaire pendant peut-être 3 semaines et ça suffit. Ah, mais c'est de la plaisanterie, ça. Le seul plan qui pouvait, c'était aider une partie, parce que pour manque de moyens, le seul plan qui pouvait aider une partie de façon régulière et soutenue, c'était des Aya Foundation, qui est allé au Nigeria pendant 11 fois, avec des moyens minimes. Ici au pays, Aya Foundation avait un doctorat à Loum pour 41 filles. Et il y avait un doctorat à Motengene, il y avait un doctorat à Limbe, et ainsi de suite. Au moment où je parle, nous avons souffert pendant 18 mois avec des déplacés internes, les filles que Aya Foundation a fait venir. Et comme on a gelé ses comptes, il nous a laissé, n'est-ce pas, cette tâche. Donc, il n'y a jamais eu
avec de bonnes intentions, un plan d'assistance humanitaire gouvernementale. Mais le gouvernement, en voulant ordonner l'action humanitaire, accuse certaines ONG d'être des infiltrés qui essayent de déstabiliser le pays, de collaborer avec les groupes armés séparatistes. Et souvent, ces ONG sont soupçonnées de transporter du matériel de guerre au profit de ces groupes armés non étatiques. Que répondez-vous à ces accusations? Soupçonné. Vous savez, nous avons un gouvernement qui n'a jamais dit la vérité. Je le dis ici sans crainte de personne. C'est un gouvernement qui ment à tout moment. Le ministre de l'administration territoriale avait bien dit qu'ils ont fait stopper une ambulance. Et dans l'ambulance, il y avait 3 malfaiteurs de première classe, avec des fusils et des munitions. Ils n'ont jamais présenté ça, ni devant vous, ni devant le public. Un mensonge vraiment que même les enfants au jardin ne peuvent pas dire. Il a dit, non, attendez un peu, il a dit, on a fait arrêter un camion avec des vivres, c'est pas moi. Et dans le camion, il y avait un carton avec des munitions. Un carton. Ils n'ont jamais fait de bruit. Or, parfois, ils arrivent dans les foyers des vieilles femmes. Ils ramassent des casseroles, ils ramassent des couteaux, ils ramassent, mais ils montrent ça à la télévision. Pourquoi cette fois-ci on n'a pas parlé? C'est-à-dire, ils préparaient, n'est-ce pas? Le projet était, n'est-ce pas, de dire des mensonges qui peuvent les mener à abolir Aya Foundation. C'était tout. Yes, actually, parce que Aya Foundation allait n'importe où avec des journalistes, des télévisions, des caméras, tout. Parfois avec des camarades des médias étrangers, tels que, je pense, France 24. Mais c'était tellement ouvert. Mais leur plan, c'est que Aya Foundation faisait ce qu'il ne pouvait pas faire. Parce que Aya Foundation n'a jamais eu 1 milliard, même pas 100 millions. De leur enquête, ils n'ont pas établi qu'Aya Foundation a reçu plus de 100 millions. Mais ce qu'Aya Foundation a fait est 2000 fois ce qu'ils ont fait avec 13 milliards. Eux-mêmes, n'est-ce pas? Ils ont réalisé 13 milliards. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ça? Donc ils ne voulaient pas que les gens, les citoyens, commencent à comparer. Mais Aya Foundation a quoi pour faire tout ça? 13 millions. Donc ils ne voulaient pas que Aya Foundation continue pour que les gens puissent avoir, n'est-ce pas? Yeah, I wasn't taking you out of the topic. I wanted you to continue in that same vein as the question asked by Cedric, because I intended to raise the fact that the Minister of Territorial Administration particularly cited Aya Foundation amongst other NGOs, according to him, accused of collaborating with separatist fighters. But you've rightly explained and said that no proofs were given at the end of the day to show that the foundation was collaborating. What I wanted to ask as for a further question was just that the foundation, though you are not directly involved in the management, at one point intended to take legal actions against those accusing. How far has that gone? First of all, let me make a point before I answer your question. If Aya Foundation was maybe funding the separatist groups, for 19 months now, Aya Foundation has been grounded. Why is the fighting going on? The good telling lies. They run away, they come and stay here, and while very early morning they go to the offices and they tell you the war is over. The war is now more dangerous than it has ever been. How do you explain that separatist groups
would kidnap, as they say, to use their word, 6 delegates, and 2 months after, the government is unable to find their way. So, that, in fact, if he made any point, let him tell us now why the war is going on. Aya Foundation is not functioning very soon for 2 years. The truth is that, for reasons I don't yet know, the Prime Minister, the Minister of Territorial Administration, and one international criminal called Success Nkungu got into a conspiracy. And Nkungu was now spearheading everything. They stayed behind and sent Nkungu to spearhead everything. I made this statement over and over. I'm not making it here for the first time. That the Prime Minister and Minat are in that conspiracy. Nkungu said Aya Foundation was bringing them arms. Nkungu was one time a separatist leader. A criminal. He recently defrauded a Bakosi woman here of 20 million that he was going to send her family to Asia. 20 million. Yes. You know, the church is now just a means for people to enrich themselves. So they got into this conspiracy, and Nkungu now wrote, not even knowing that I am not a member of the Aya Foundation. Nkungu got what he calls lawyers, and he wrote, according to him, he published it, a petition of 34 pages against Aya Foundation and Paul Aya. The Aya Foundation lodged a complaint, false report, defamation, and so on. The government put a ring around Nkungu to prevent him from even just being served. And that's why today you see that it is the Anecdote, the media group, and Obama who are in court. Just last week, their lawyers said the court was not competent. The court declared that they were competent, and the case is coming up next month. So Nkungu, that I always call, some kind of incestuous rapist, is the one propagating all these things with the backing of the Prime Minister and Mr. Tanganji. Yes, it's disturbing, even at the point when you made us to understand that the foundation has been very instrumental, at least in helping those who are suffering the effects of this crisis, those in the remote areas. We've accompanied we've seen the foundation to go into Nigeria on many cases. Now, when you look at the people in these regions are caught in this war and the challenges they go through, and the fact that NGOs which would have been very helpful to them are being stopped, you see a people that have gotten used to a kind of lifestyle wherein they're going to live in difficulties, or you see a people who are still hoping that there's going to be a tomorrow solution. In the past, only a handful of people knew the situation of whether we are part of the Republic of Cameroon or not. And if the people have put up this kind of resistance you are seeing today, imagine those children who are born through gang raping in prison, those children who see their parents being killed by the military before their own eyes, those children who are asking their parents, why have we left our house to come and stay in the bush? The children in the refugee camps who get up in the morning, they look up and down. What do we do for breakfast? The frustration is such that I fear a lot for the future of Cameroon. Because if the people, me, for instance, for all I benefited in the Lycée Bilingue in the University of Yaoundé, I had my scholarship for the 4 years I was there, I entered ENAM and all that. If today, because of the way they are killing people indiscriminately, this war has no rules. They are destroying people's food, destroying people's houses, destroying
Only a few days ago, they shot somebody who was just coming, driving his car past in Bamenda town. If they have brought us to this situation of utmost bitterness, then what about the children who are growing in this kind of situation? You think that somebody has a magic wand, they will just come one day and say reconciliation, and there will be reconciliation. You are dreaming. On va en parler tout à l'heure, Paulaya Abiné. Il faut préciser que sur les exactions où l'armée est accusée, elle a plusieurs fois décliné sa responsabilité, indiquant dans certains cas qu'il y a eu des bavures et que des sanctions ont été appliquées à l'encontre de certains soldats, et dans d'autres, elle a déclaré qu'il s'agissait des éléments qui agissaient en complicité avec des groupes armés séparatistes, et c'est pour ça que certains d'entre eux ont été exécutés durant une intervention militaire. Une courte pause dans l'émission La Vérité en face. Invité ce soir, Ayapol Abiné, magistrat en hiérarchie, ancien avocat général près la Cour suprême et président de l'ONG Justice for All. Nous en parlerons de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest dans la deuxième partie de cette émission. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous suivez l'émission La Vérité en face. Invité ce soir, Ayapol Abiné, président de l'ONG Justice for All, lui qui scrute l'évolution de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ayapol Abiné, à côté de l'intervention militaire, Human Rights Watch, Amnesty International ont également noté de nombreuses exactions commises par des groupes armés dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous qui observez cette crise de plus près, qui sont ces groupes armés? Que cherchent-ils aujourd'hui? 4 ans après le déclenchement de ce conflit armé, il y avait eu des promesses d'une libération de cette partie du Cameroun, mais ce sont des morts par milliers qui se comptent parmi les civils. Qui sont ces groupes armés? Vous savez, il y en a qui disent que je n'ai jamais critiqué les Ambazoniens, les Amba Fighters. Vous êtes ici à Douala, il y en a qui sont à Yaoundé, sans parler de ceux qui sont à l'étranger. Vous n'encourez aucun risque, selon n'est-ce pas ce que vous dites. Mais nous sommes dans la zone de guerre. Donc, je n'ai pas la même liberté que quelqu'un ici à Douala ou ailleurs de dire exactement ce qui se passe parmi les Amba Boys. Tout ce que je peux dire est que presque tout le monde sait qu'il y a des Amba Boys qui sont plutôt Atangangis Boys. Non, tout le monde ne le sait pas. Ayapol, il n'y a jusqu'ici aucune preuve qu'il y a un lien entre des membres, des personnalités de la République et des groupes armés qui sévissent dans le sud-ouest et le nord-ouest. Il n'y a jamais eu de preuve, mais c'est la vérité. Vous ne dites pas qu'en tant que journaliste, vous n'avez pas suivi que l'État a livré des armes au groupe dit plutôt autodéfense, que l'État a livré des armes au groupe Bororo. Eux-mêmes le disent. Aujourd'hui, nous avons fait tel à Messager. Aujourd'hui, nous avons fait tel. Vous savez bien qu'il y a des groupes dits autodéfense qui sont montés, financés et armés par l'État.
Sans, identified as vigilante groups. Vigilante groups, mais sans stigmatiser une communauté, est-ce que ces groupes de vigilance n'ont pas été mis en place pour protéger des populations contre des attaques venant des groupes armés, des autres groupes terroristes qui sèment la terreur dans cette partie du Cameroun? Le gouvernement remet des matériels non utilisés par l'armée camerounaise, mais plutôt du matériel permettant à ces groupes de vigilance de prévenir rapidement l'armée en cas d'exaction ou d'infiltration des groupes armés. Voilà la position du gouvernement. Comment appréciez-vous cette stratégie d'inclure ces groupes de vigilance dans la stratégie de défense populaire dans le nord-ouest et le sud-ouest? On ne peut jamais vouer quoi que ce soit concernant, n'est-ce pas, l'être humain. L'État peut avoir de bonnes intentions. Mais là, quand les groupes opèrent, et ils opèrent de façon autonome. J'ai des relations à Ngouti. Je voulais avoir un champ là-bas. Tout est bafoué. Et il y a des groupes qui parfois viennent de Loum, de Konsamba, n'est-ce pas, monter des barrières pour saisir les téléphones des voyageurs, de l'argent. C'est la même chose que font les groupes montés par l'État, soi-disant vigilantes ou bien autodéfense. L'État peut bien dire, voilà comment t'opérer. Et l'État, n'est-ce pas, se retire. Ils opèrent selon leur, n'est-ce pas, volonté. Et c'est ce qui se passe actuellement. Il y a même des bandits qui sont parmi ces groupes. Donc aujourd'hui, c'est presque impossible de dire avec certitude quel acte a été commis par les Genuine Amba Boys ou bien par ces groupes montés par l'État, groupes de voleurs et groupes de ceux qui viennent de l'extérieur. Pourtant, sur les réseaux sociaux, ceux qui se réclament être les leaders de la contestation sécessionniste se félicitent à chaque fois que des soldats camerounais tombent sur le champ d'honneur dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ils font plusieurs posts sur les réseaux sociaux. Ça donne le sentiment qu'il y a une revendication de ces attaques perpétrées contre des soldats, de ces attaques contre des civils, contre des écoles, contre des hôpitaux. Est-ce que vous avez la même perception? Moi, je ne peux pas parler à leur nom. Mais je dis une chose. Quand je faisais ma préparation militaire, 1978, en Gambéré, la première règle dans l'armée, c'est tuer ou bien tu seras tué. C'est la première règle. La guerre, c'est une occasion légale de tuer. Tant, n'est-ce pas, qu'on observe des normes internationales, n'est-ce pas, of engagement, rules of engagement. C'est ça la guerre. Et surtout, quand vous avez déclaré la guerre, les données changent. L'armée tue et les Amba Boys tuent. Tout ce que je dis à chaque occasion est que, qu'il s'agisse de l'armée ou bien qu'il s'agisse des Amba Boys, il y a des normes à observer pendant la guerre. Vous ne tirez sur personne. Même s'il combattait, dès qu'il dépose l'arme, vous ne tirez plus sur lui. Tous ceux qui sont blessés,
Même s'il a tué quelqu'un, n'est-ce pas, de votre côté, à vos yeux, vous devez vous occuper de lui. Tout ce que nous avons comme prisonniers de guerre sont protégés. Aucune partie ne peut mettre, c'est-à-dire intenter un procès contre les prisonniers de guerre. Mais pour la part de l'État, non seulement ils sont devant la justice, mais devant la justice militaire. Donc de part et d'autre, ils ne veulent pas observer les normes, n'est-ce pas, qui régissent la guerre, de part et d'autre. Et il y a eu cette... oui, je vous en prie. Oui. Mon rôle, c'est d'expliquer que, bien que la guerre, c'est l'occasion de tuer légalement, il faut observer, n'est-ce pas? Si vous avez enlevé des personnes telles que les délégués, ce sont des prisonniers de guerre. Vous ne devez pas les toucher. Il est vrai que les Amba n'ont pas de territoire où ils peuvent garder les prisonniers de guerre, mais vous les laissez partir. Mais peut-on parler d'une guerre conventionnelle alors qu'il y a un État qui existe, des institutions, une armée républicaine qui doit défendre son territoire face à des groupes armés non étatiques? Est-ce qu'on peut parler là de guerre conventionnelle? Vous savez, le 30 novembre 2017, quand le président a fait sa déclaration à l'aéroport, j'ai immédiatement fait un post. À partir de maintenant, c'est que l'État a reconnu qu'il y a une partie en face. Il ne s'agit plus de soit l'État est légal, soit régal, soit... Non, il y a deux parties à la guerre. Ce qui me surprend, c'est que la plupart des médias, surtout à l'est de Mungo, continuent à parler de la crise anglophone. Et il y a bel et bien la guerre. Vous avez des infanteries motorisées, tout est là. Il y a des hélicoptères. Si peut-être nous n'avons pas des avions de chasse, peut-être c'est ce qu'il manque. Mais ce n'est pas toute guerre qui utilise des avions de chasse. Donc il y a bien la guerre. Qu'il s'agit de, c'est pas moi, groupe terroriste, tant que vous reconnaissez qu'il y a une partie en face, c'est la guerre. Mais si vous ne voulez pas, n'est-ce pas, vous soumettre aux règles de la guerre, vous faites ce que les Américains, n'est-ce pas, font. Pas en Irak, mais à Afghanistan, et ainsi de suite. Ils déclarent pas la guerre. Ils vont combattre les groupes armés. Là, alors, c'est tout à fait différent. Mais à partir du moment où vous allez en guerre, c'est que vous avez reconnu la partie en face. Since the pick-up arms or the fighting started, you are stating that it's been a war situation, and you made mention of the fact that it is important when you succeed to get hold of somebody, and you are in a position where you think the person cannot harm you. The person should be a war protected as a war prisoner. You took the case of the delegates kidnapped in the Indian division. And you went further to say that the separatist fighters, the Amba boys, as at now, might not have a territory where to keep them. Does it mean that they've been killed, or are they still alive? No, how can you ask me such a question? I wouldn't know. Yeah, that is to say that they should at least have gotten a place where they keep them, at least they are not killed. Some have been kidnapped and released. You know, what I've noticed about the war in Southern Cameroon or Ambazonia, whichever you prefer, is that it is now a war of hit and run. They no longer confront the regular forces. They know they are weak. Now it's hit and run. So you don't hit and run, with prisoners. They can even shout that we are here and betray you. So that is the difficulty they are facing. What they should do is to avoid taking prisoners.
Because once you take prisoners of war, you keep them till the end of the war to exchange with your own people taken, prisoners of war by the other party. So where do they keep them? Those fighting, just as a continuation, those fighting for outright independence or to move out, say, okay, the fighting to push those, they say, an army of occupation, right? An army of occupation from a position, and it's been ongoing for 3 years and more 4 years. For 4 years. It's been ongoing. Have they made advancements? If not, was it a wrong decision then to have taken up arms? First of all, I have never liked that expression of taking up arms. I've always said that the belligerent party in this war is the state. You see, you take up arms if you tell the government, okay, if you don't do this, but these are people who were attacked even by helicopter gunships. Many corpses were found in places like Bokwai, People who had done their marches with what they call peace plant, and they were going home. They were killed from the air. And the government went on to kill people. Let me tell you that my cousin was shot 3 weeks after I was abducted here. They sent a squad only to go and kill my cousin. When they shot him and he fell, they thought he had died, and they got into their vehicle and drove back. That was in February 2017. There was no war going on here. So these people, I would very much hesitate as a lawyer to say they took up arms. But they had to defend themselves. Whether you are God, even God defended himself against Lucifer. Donc vous êtes d'accord avec les moyens armés qu'utilisent ces groupes pour justifier leur cause? No, vous êtes d'accord avec l'utilisation de la violence armée pour justifier une cause? No, that's not what I am saying. I am saying that the government attacked them and they replied in self-defense. So they never took up arms. The development from that time to now is not my concern. The two parties would sort out their differences. Mais selon la version officielle, c'est des individus qui se sont attaqués aux soldats dans le nord-ouest et le sud-ouest, ce qui a amené le chef de l'État à renforcer la présence des militaires dans cette partie du Cameroun. You know what? The first person who was shot by the army in this conflict was a student in Bamenda. That was, I think, in 2016. 2016. October 2016. I've just given you an example here where the people went and shot my cousin right in the village on the 13th of February 2017. Nobody that way was fighting back. The government went on and on and on like that till the people said, well, we cannot die, even a sheep that way, a sheep. We said that a sheep, je ne réponds en anglais, mais j'ai tendance maintenant à parler plutôt l'anglais. Vous voyez, même le mouton, on dit que le mouton n'est pas sage. Mais si vous allez vers l'abattoir avec le mouton, dès qu'il sent le sang des moutons qui ont déjà été tués, il résiste. Il résiste. C'est tout à fait naturel. C'est ce qui est arrivé quand l'armée a commencé à tuer. On est arrivé au point où on devait automatiquement, la nature, notre nature, à répondre. Ce qui se passe après, ça ne me concerne pas. Mais c'est ce point of taking up arms. I don't know what the rest of your question was. I was still explaining this taking up arms. Yes, or if that response was then, have they at least made advancement in like pushing who they think was the aggressor to an extended side so they could be safe or even live better? That is the question. Yes. Have they made any progress? Yes. That is the question. And then somebody would ask you, has the state made any progress? It's the same question. We're in a stalemate. And years before this conflict started, I kept writing on the merits of dialogue.
I wrote more than a dozen posts. And I have continued to tell the government of Cameroon that the only solution is to allow the Anglophones to meet, those on the territory and those outside, to determine what they want. And they will choose those who can speak in their name. So long as we don't do this, we are just killing and killing wantonly, just killing for the fun of it. Let me tell you that America, with all their technology, told our government that you cannot defeat a guerrilla, you cannot win a guerrilla war. And that is the fact. Non, autrement dit, pour vous, la situation telle qu'elle se présente là maintenant est telle que l'unique solution pour vous, c'est le dialogue, parce que l'armée camerounaise ne viendra jamais à bout de ces guerrières dans les zones anglophones. Jamais. Tout le monde a dit ça. On a dit ça au chef de l'État. Mais, vous voyez, la France, avec la politique de pacification, ils s'en foutent. C'est-à-dire, le nombre d'Africains tués n'a pas d'importance. On ne va pas remettre en cause les capacités, de l'armée à pouvoir sécuriser les régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais on peut s'intéresser sur le dialogue, aux sur la question du dialogue, pour mettre fin à la crise. Sur le dialogue, Aya Paul Abiné, vous avez commencé à expliquer tout à l'heure en anglais. Comment est-ce que vous concevez ce dialogue? Quelles doivent être les étapes? Qui sont les acteurs? Parce que, comme vous le savez bien, le gouvernement a organisé un grand dialogue national. Ce grand dialogue national s'est achevé avec des recommandations qui étaient faites. Un certain nombre de ces recommandations ont commencé à être implémentées. Vous avez entendu parler, par exemple, des Public Independent Conciliators, dont les fonctions ont été clairement indiquées dans une décision du président de la République, c'était le 24 décembre 2020. Et ces Public Independent Conciliators ont été nommés, une dame dans le sud-ouest et puis un homme dans le nord-ouest. Quand vous parlez de dialogue, ce dialogue doit être structuré comment? Avec qui comme acteur? De prime abord, il y a deux catégories d'anglophones. J'utilise ce mot parce que il y en a qui n'aiment pas Ambazonie. Il y a deux catégories d'anglophones. Ceux qui sont sur le territoire et ceux qui sont à l'étranger. Si vous dialoguez avec seuls ceux qui sont sur le territoire et que ceux qui sont à l'étranger disent non, ça ne va pas marcher. Vous discutez avec ceux qui sont à l'étranger et ceux qui tiennent les fusils ici ne sont pas concernés, ça ne va pas marcher. Donc, de prime abord, il faut qu'on laisse les anglophones se réunir. Et là, ils vont décider qu'est-ce que nous voulons au juste. Il y aura bien sûr des points divergents, mais il y aura quand même une majorité qui va dire voilà ce que nous voulons. À partir de ce moment, il y aura alors un vrai dialogue. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, lors de ce dialogue entre les anglophones, ils vont aussi choisir ceux qui vont leur représenter. Actuellement, tout le monde, n'est-ce pas, se dit leader, même ceux qui n'ont jamais rien fait, mais une fois que, c'est-à-dire, ils se préparent pour le dialogue éventuel, ils disent, bon, mais non pas... c'est le seul, il est président, il est secrétaire, mais il dit qu'il a tel groupe. Ce dialogue est très, très nécessaire. Ce sera la première étape, donc. Oui, beaucoup les anglophones. C'est un peu sous la formule que propose le cardinal. Voilà. Mais voilà, le cardinal m'a envoyé, moi, 3 émissaires que je joigne, n'est-ce pas, à son initiative. J'ai dit non, ça ne peut pas marcher. Il faut que ce soit un dialogue qui couvre les deux parties, les deux catégories d'anglophones. Si c'est une perte de temps de faire quoi que ce soit uniquement à l'intérieur. Okay. Voilà pourquoi. Mais c'est une bonne initiative. C'est-à-dire, il fallait que ce dialogue, son initiative, couvre les deux catégories d'anglophones. Comme ça, nous aurons des vrais leaders. Tous ceux qui se disent leaders aujourd'hui, personne ne les a votés.
Même s'il y a un groupe qui se réunit quelque part dans le monde et ils disent désormais vous êtes président, vous êtes secrétaire, ça ne veut rien dire. Ils n'ont pas le mandat du peuple. Donc, après ça, nous aurons alors un vrai dialogue. Ce que vous appelez grand dialogue, ça concernait un petit groupe. Combien d'anglophones étaient là? On avait dit que c'était essentiellement pour discuter de la crise anglophone, comme ça se dit. Mais finalement, les anglophones étaient d'ailleurs marginalisés dans le grand dialogue. Et ça ne peut jamais produire des résultats escomptés. C'est-à-dire, on reprend la même chose plusieurs fois. National Independent Reconciliator, c'est pas moi. C'est public. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le rôle des maires? Quel est le rôle des régionaux? Quel est le rôle du gouverneur? Quel est le rôle? C'est une duplicité, c'est-à-dire on fait la même chose plusieurs fois. Où est son bureau? Et là, est-ce qu'il aura peut-être des policiers pour exécuter ses décisions? Et il dit, bon, tel, et après, ça reste là, où elle signe. Donc, tout ça n'avance pas la cause. Il n'y a qu'une seule voie. Laisser les anglophones s'asseoir et décider de leur sort. Et après, maintenant, on va au dialogue. Voilà. Mais la difficulté, la difficulté maintenant pourrait se situer au niveau de la possibilité pour l'État des anglophones qui sont à l'extérieur de pouvoir effectivement venir échanger, parce que je suppose que ça va être sur le territoire national, sauf si vous projetez ça à l'extérieur du pays. Est-ce que c'est faisable à partir du moment où on sait qu'il y a des gens qui sont radicalisés et que cela pourrait être difficile pour eux d'obtenir des gages pour arriver au Cameroun et participer à ces rencontres-là? Parce qu'on a eu également ces difficultés-là lors du grand dialogue national. Il y a des gens qui avaient été invités par le gouvernement, mais qui n'ont pas pu arriver parce qu'ils n'avaient pas de garanties sur leur sécurité ici, par exemple. Oui, mais il n'est écrit nulle part que le dialogue doit se tenir nécessairement sur le territoire. Il faut tout simplement qu'on donne aux anglophones cette possibilité. C'est à eux maintenant de décider. Ceux qui sont à l'extérieur peut-être n'ont pas de moyens. Et ceux qui sont à l'extérieur peuvent dire, bon, moi, je vais sponsoriser tel. Et on choisit quelque part dans le monde et on s'assied, n'est-ce pas, autour d'une table comme nous sommes là et on prend des décisions. Mais dire que ceux qui sont à l'extérieur vont venir ici, puisque l'État n'a jamais, n'est-ce pas, maintenu, obéi à sa parole. L'État n'a jamais tenu sa parole. Même s'ils disent à ceux à qui on a émis des mandats d'arrêt de venir, il n'y aura pas de problème, c'est ce que M. Wane disait, ça ne veut absolument rien dire. Ceux-là ne vont pas croire. Alors, il y a eu une médiation suisse qui a été annoncée pour permettre justement aux leaders des groupes séparatistes vivant à l'étranger d'avoir une plateforme où discuter avec le gouvernement. Que pensez-vous de cette médiation suisse? Est-ce que pour vous, elle a porté des fruits depuis qu'elle a été mise en place? Mais au fond, qu'est-ce qu'on appelle initiative suisse? Dans le monde maintenant, nous avons les Nations Unies au sommet, nous avons des organes auxiliaires, nous avons l'Union africaine, ainsi de suite. Et un NGO, c'est-à-dire l'État, proprement dit, l'État va s'incliner devant une NGO pour négocier de la paix de son pays. S'il s'agissait d'organes, n'est-ce pas, des Nations Unies, ça comprendrait. Mais pas une ONG suisse, sauf si l'État disait, bon, moi, pour telle raison, je donne, n'est-ce pas, procuration à tel NGO pour me représenter. Mais une NGO, nulle part dans le monde peut contraindre l'État. Si on prenait, à la fin, on prenait des résolutions, on allait, n'est-ce pas, exécuter ces résolutions par quel moyen? But the government did not show a resistance to it. Siddiq, I want to continue in that line to say that we've not had proofs, at least, or declarations from key government officials that they were for or against the Swiss initiative. But at least at the level of the separatists in the diaspora, we've had them on social media disagreeing
not even having a common mindset vis-a-vis the Swiss initiative. Some were for it and others were against. I've already said here that there are so many groups and individuals today who are looking at only one thing, making money. There are groups that want to go there just because they believe that the state is going there with money to give them. But these same groups and individuals you are talking about have got a say. They have got in the guys who get their orders to fight in the northwest and southwest regions or in the Anglophone regions. Why don't they tell them to stop? It means that if their initiative or their goal, for example, is just to get money, it will also mean that their guys fight there for money and not what they openly say. Take note. I have not said all. I'm saying there are some. There are some who go there just for that purpose. The real groups will first of all observe what is it up to. Is it normal? Is it normal that something in Cameroon should prompt our people to go before a foreign NGO, not even African? There's people who ask questions like that before going there. I was invited, but I didn't go. Yes, I wanted to raise this just to clear from this point, probably before we move to the next point. It's just that you are trying to structure a kind of dialogue which you think will be favorable or might just be the best, as in to help Cameroon. It is not the first time that you're talking of dialogue. Even when you are responding to questions from Africa Report in Buea, a journalist from that, you made mention of dialogue, the necessity. You've spoken about it. Even when as an MP you are writing to the United Nations, you ask that something be done, or we get to a level where there will be some sort of total confusion, where there will be divergence in views and all that. Now, coming back to the Anglophones, those in the diaspora, we've already looked at the kind of differences they've got, that you are just from answering, that others are for some other reasons. Now, back to the field. Even those in Cameroon, do you see them as one Anglophone, as in one Anglophone vis-a-vis opinions and ideologies and certain? Of course not. You can never have any group anywhere in the world where everybody it is all unanimous. You can never have that. And that's why I talk about dialogue, where the majority would take decisions binding on everybody. If you back out of it's your problem, but it is important for us to have a situation where the majority will decide. That's why some of them, like the former late mayor of Buea, have openly rejected the Cardinal Tumi-led initiative. Others have done so probably not openly, and they weren't willing to stand. And it might just so be difficult that another initiative will come. No, do you think that if the government wanted Cardinal Tumi to hold a meeting there, the mayor would have done what to prevent him? That was just noise making. It's just that the government doesn't have the will. Once the government has the will, everything will work. If, for instance, they send just 2 policemen with guns, the mayor will come there with what? Even if he comes with his local police, they are coming there with sticks. How do you a stick fight a man with a gun? Et à ce propos, Aya Polabini, le gouvernement a envoyé ses services secrets pour des contacts préliminaires avec les leaders séparatistes qui sont emprisonnés à Yaoundé. Ils ont été condamnés à des lots de peine privatives de liberté, mais il y a eu des contacts préliminaires entre les services secrets et ces leaders de mouvements séparatistes, dont Sissikou Ayoub Tabé. Et 1 an et demi plus tard, plus aucune nouvelle de ces contacts préliminaires. Il y a eu des conditions préalables posées par ce groupe de leaders séparatistes. Pour vous, quels sont les blocages pour qu'on parvienne à un véritable dialogue entre les différentes parties engagées dans cette crise? Vous savez, notre gouvernement a cette pratique de, comme ça se dit, diviser est mieux, n'est-ce pas, régner. Je viens de dire ici que aucun groupe actuellement, aucune personne ne peut, n'est-ce pas, dire qu'il est le leader des anglophones. Il faut donner aux anglophones la possibilité de choisir leur leader. Ce qui se passe à Yaoundé, c'était plutôt pour essayer, n'est-ce pas, de, comment dirais-je, donner l'impression que les anglophones qui sont à l'extérieur ne valent rien. Mais or, ceux qui sont en prison maintenant, même s'ils prenaient des décisions,
ceux qui sont sur le terrain avec leurs fusils ne vont pas accepter. Donc, nous devons créer une situation où même ceux qui sont sur le terrain, on dit grands héros, qui tiennent des fusils, qu'ils envoient des représentants. Parce que si nous avons discuté, et ceux qui sont armés disent non, nous ne voulons pas ça, ça ne va pas marcher. Donc, discuter avec des groupes, c'est chercher à diviser, n'est-ce pas, le peuple. Et pensant que ainsi faisant, c'est-à-dire le peuple deviendra faible. Alors, vous l'avez vous-même dit, les populations anglophones en souffrent énormément. Elles souffrent de cette situation sécuritaire et son impact humanitaire, son impact sur l'école, son impact sur l'économie. Comment on parvient à un cessez-le-feu urgent sur le théâtre de cette crise? Lorsqu'il y a eu la pandémie, il y a une résolution onusienne exhortant toutes les parties prenantes des conflits à cesser les combats pour permettre aux convois humanitaires et aux différentes équipes médicales de prendre en charge toutes les personnes qui pouvaient être infectées par l'épidémie. La résolution a été réitérée encore un an plus tard. Comment on parvient à cesser le feu? Mais vous avez déjà répondu à la question. Vous n'avez fait que reprendre ce que j'ai dit. J'ai dit que le chef de l'État a décidé qu'il n'y a qu'une seule solution, la solution militaire. C'est-à-dire, même les Nations Unies, auxquelles, n'est-ce pas, appartient le Cameroun, prend une résolution et on jette ça avec le revers de la main. Donc, tout dépend de l'État. J'ai dit, je répète, que l'État est la partie belligérante. Si l'État dit, bon, désormais, je n'attaque plus, c'est-à-dire, on dit, ceci le fait unilatéral, même si les Amba, n'est-ce pas, tirent, ce sont le peuple, les populations qui vont se retourner contre les Amba. Mais l'État a la responsabilité de défendre justement ces populations, de défendre les biens et les personnes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Comment les autorités peuvent-elles donner quitus aux forces de défense et de sécurité de se retirer alors que les populations se plaignent d'un environnement insécure? Vous savez, l'État a le rôle régalien, comme vous dites, de défendre, protéger le peuple. Mais ça ne fait que se dire. Vous ne protégez pas le peuple en brûlant leurs maisons, en brûlant leurs champs, en détruisant leur culture, en détruisant les hôpitaux. Vous parlez de protéger les populations de quelle manière? C'est ça. Aujourd'hui, on dit au peuple, rentrez, il n'y a plus de problème. Le lendemain, on encercle tout un village, on tue sans raison. Aujourd'hui, on va dans un village, on dit, nous avons appris que votre relation est en bas. On ne sait pas si jamais on va encore vous retrouver. Rien que samedi, j'étais à la prison de Bouya, avec le nom de mon nom ONG. Et là, j'ai trouvé des femmes, et il y a une femme qui est entre 70 ans et 80 ans même. 3 vieilles femmes. On dit, les Amba ont tué le maire de Manfé dans vos villages. On les a ramassés, ils sont là depuis lors. C'est ça, c'est la belle manière de protéger le peuple. Donc, tant que l'État reste agressif, rien ne peut marcher. Si je dis l'État, ayant même des Nations Unies. Mais les Nations Unies, dans leurs différentes sorties officielles, estiment que dans les deux camps, il y a de l'extrémisme et qu'il faudrait que chacun mette de l'eau dans son vin pour parvenir à un cessez-le-feu. Au point que les États-Unis ont même annoncé des sanctions à l'encontre de toutes les personnes qui sapent
les efforts de paix dans le sud-ouest et le nord-ouest. Alors, lorsqu'on vous écoute, on a le sentiment que vous jetez l'opprobre seulement sur le côté gouvernemental. Non, ce n'est pas ce que je dis. J'ai dit déjà, et je le répète, que nous qui sommes dans la zone de guerre, vous savez, il y a trop de risques. Nous ne pouvons pas critiquer comme vous en dehors. Je critique l'État parce que c'est mes impôts. Parce que l'État a le devoir de nous protéger, de protéger tout le monde. L'État a ce devoir. Et je critique l'État parce que l'État est belligérant. C'est-à-dire c'est l'État qui attaque. Dès que l'État dit, bon, moi, j'attends, je reste pour le moment, ça ira. Voilà le seul moyen de cessation des hostilités. C'est l'État qui doit prendre le premier pas. Il y a eu sur le théâtre de la crise un discours d'une extrême violence qui s'est répandu depuis près de 4 ans. Comment on lutte contre ces discours de haine? Comment on lutte contre cet extrémisme qui se répand dans la population? De la part de qui? Nous savons que si nous parlons aujourd'hui du discours de la haine, c'est plutôt ceux qui sont du côté de l'État. Comment voulez-vous? Je parle ici de Cabral. Il y a des milliers de gens qui ont été tués. Cabral n'a jamais soulevé le problème. Mais aujourd'hui, il y a des militaires qui sont tués, ils disent je ne sais pas quel nombre. Mais dans ces différentes sorties, et la plus récente, le député PCRN Cabral Libye estime qu'il faut continuer de dialoguer, qu'il faut que le gouvernement aille plus loin que les recommandations faites lors du grand dialogue national. Et plusieurs fois, on l'a vu s'exclamer devant l'indifférence du gouvernement face à la situation humanitaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous disons, n'est-ce pas, selling after the market ou bien afterthought. C'est les afterthought. Vous ne pouvez pas demander à l'État de tenir une réunion de conseil de la sécurité pour renforcer contre, et en même temps vous parlez de dialogue. C'est-à-dire, vous dites, aller en guerre, renforcer la guerre. C'est une manière de parler. Renforcer la guerre, en même temps, il parle de quel dialogue? Donc, c'est-à-dire, vous me rappelez demain, je suis en sommeil, vous me réveillez, je vais dire la même chose. Tout dépend de l'État. C'est l'État qui doit faire le premier pas. En dehors de ça, rien ne va marcher. Une fois ici, nous sommes restés pendant quelques mois. On n'a pas entendu parler de Amba. Au moins, moi qui suis là. Et il y en a qui avaient me dit, bon, mais maintenant ça va déjà. Return to normalcy. Mais dès que l'État a renforcé, les Amba ont répondu. Mais si l'État décide aujourd'hui que, bon, désormais, je fais la pause, je peux vous assurer que ça peut aller. Yeah, I want to ask this question as we're running out because it's strategic. Now, there will be 2 in 1. First is this, you made mention of the fact that it was important in your letter that it was important for the UN to take interest in the resolution 1608. And now one will move from there to think that it looks like even if they happen to be a meaningful dialogue within the Anglophone community and finally with Cameroon, a year or many years after, there could still be problem if that resolution is not well handled. And now part of the question is because some who probably understand it this way and they are of the Yaoundé regime state on official media platforms that the governments cannot dialogue with those who have taken up arms. That's what they say, and the government cannot dialogue with separatists. That's when they understand this. So I'm coming back in my questions. I told you it was going to be the minute one. Now, just to say that, could it be that the fact that there is some at the diplomatic level, there is not just the voice of
go back to resolution 1608 is not being heard and some sort of bargain unfavorable to the government, could it be now that those of the Anglophone community are not doing well diplomatically, or those for the Anglophone cause? You see, when you talk about the government not dialoguing with terrorists, you just make me laugh. Separatists, terrorists, whatever. I don't know how they define those words. Those are declarations in made the by so-called, in their so-called ground, whether the national ground, the dialogue or whatever, were the very people not invited. They were coming there to do what? Not to dialogue. Did the state not go to Switzerland before a private NGO? So all those things are meaningless. In fact, they're just some extremists in the government who make those statements. I don't want to call them here, that's not my role. When I say the Anglophones should be allowed to meet and decide their fate, I have not said the Anglophones will meet and decide that they must be with the Republic of Cameroon. They can meet and decide that they are going to be on their own. They can meet and decide that they need a federation or a confederation, whatever. It is for the Anglophones to decide, not me, nor any individual on earth, including those who say they are Anglophone leaders. The people must have a say. Resolution, that resolution you're talking about. 1608. Whether we go up, come down, we are coming back to that resolution. Many people make noise and not know whether their own law was read upside down. The federal constitution was enacted by East Cameroon Assembly. The federal constitution. Is that binding on Southern Cameroons? So there is no document for now until we go back to resolution 1608-15 of 21st April 1961 to tackle the root cause. I fear for the future. And we have to be very careful now, because when you see these small boys flying planes with remote control, let us not allow this thing to continue. Let us resolve this issue at this level, as I argued that we should resolve at the level of the dialogue, and nobody listened. On voit bien que ça vous préoccupe, ça paraît, on a le sentiment que c'est une question fondamentale, cette résolution 1608 du 21 avril 1961, voilà, qui stipulait, je crois que un accord de gouvernance doit être passé entre la Grande-Bretagne, le Southern Cameroun et la République du Cameroun. Pour vous, quel est l'intérêt de passer absolument cet accord? Parce que on a écouté tout au long de cet échange-là, vous semblez revenir là-dessus, pour vous ça paraît fondamental. Quel est l'enjeu, quel est l'intérêt de cet accord-là? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument, de votre point de vue, que cet accord de gouvernance soit passé et qui pourrait permettre de régler un temps soit peu cette crise anglophone de façon durable? Toutes les violations constitutionnelles, c'est à partir du moment où il n'y a pas eu d'accord, je ne sais pas si je peux utiliser le mot réunification, mais les Nations Unies ont parlé de joining. Il n'y a pas eu accord. Donc, c'était faussé dès le début. Voilà pourquoi les gouvernements successifs de la République, n'est-ce pas, ont violé les constitutions régulièrement. On a soulevé ce problème maintes fois. Qui peut expliquer que en 1984, l'une des parties à la réunification, entre parenthèses, était la République du Cameroun? Si Southern Cameroun faisait partie de cette réunification, comment quelqu'un pouvait-il aller adopter le nom de la République du Cameroun, qui était une partie? C'est-à-dire, proprement dit, ce changement de nom, c'est l'équivalent de la sécession. La République du Cameroun a fait la sécession en 1984, en faisant marche arrière.
Mais d'autres... Et 6 ans après, la République du Cameroun, c'est-à-dire en 90, a célébré le 30e anniversaire de son indépendance. Or, cette indépendance, c'était en 60, 1er janvier 60, alors que le Cameroun ne faisait pas partie. On ne peut pas dire que nous sommes mariés et le lendemain, vous retournez là où vous étiez avant le mariage. Mais Aya Polabine, d'autres historiens opposent le fait que le Cameroun a commencé à exister avant l'arrivée de la Grande-Bretagne. Il y a eu un Cameroun qui a été placé sous administration coloniale allemande et qui s'appelait Cameroun avec K, et qui a même des formations politiques dans le Southern Cameroun à l'époque qui avait adopté ce Cameroun nostalgique de cette présence allemande, certes controversée. Que répondez-vous à cela qui estime que le Cameroun, avec la partie nord-ouest-sud-ouest, existait bien avant l'arrivée de la Grande-Bretagne comme tutelle administrative de cette partie du pays? Vous savez, les intellectuels du Cameroun ne font que propager des mensonges de l'État. Ils peuvent dire n'importe comment. Le Cameroun, c'est pas un protectorat de l'Allemagne, comprenait non seulement le sud-ouest et le nord-ouest, il y avait aussi ce qu'on appelait le Saduna Province, British Northern Cameroun. Une partie du Tchad actuel, ainsi que d'autres pays aux alentours, n'est-ce pas, ont pris, n'est-ce pas, des parties de ce Cameroun sous protectorat allemand. Donc si nous voulons faire marche arrière, qu'on commence par faire venir, bon, la Saduna Province, on a divisé ça en plusieurs États maintenant, ainsi de suite. Nous allons devant. Et nous voulons, n'est-ce pas, qu'on voit là où on a fait un faux pas qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Et ce faux pas, c'était en 1961. C'est la seule route cause. En dehors de ça, c'est du bavardage. Alors pour Abiné, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Il y a une dernière actualité que nous aimerions avoir votre point de vue à ce sujet. Vous savez, le chef de l'État s'est rendu en Europe pour un séjour privé. Il y a eu une manifestation des activistes de la diaspora contre la présence du chef de l'État à Genève en Suisse. Dans les réactions des intellectuels proches du régime en place, ils ont stigmatisé cette manifestation, estimant qu'elle vient d'une communauté qui essaye de déstabiliser le pays. D'autres ont parlé de manifestations anti-patriotiques. Que pensez-vous de ces multiples mouvements de contestation contre le président de la République observés à travers le monde? Moi, j'allais poser la question tout d'abord, ce que fait le président en Genève. Qu'est-ce qu'il fait en Genève? C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous appelez, les caciques du régime pensent que le chef de l'État est un demi-dieu. Non. Quand vous assumez une position publique, vous êtes un serviteur. Vous êtes un serviteur. Moi qui suis assis ici, je suis en droit de demander au chef de l'État combien il gagne. Parce que je sais que mon impôt, n'est-ce pas, le paie. Tout chef de l'État, tout leader est assujetti c'est-à-dire aux manœuvres, je ne sais pas si c'est le mot exact, du peuple. Parfois, le chef de l'État sort, les mécontents lui jettent les œufs pourris, les tomates pourries. Donc, ça n'arrive pas seulement au chef de l'État du Cameroun. Et dans son cas, on n'a même pas accès à lui, à sa personne. Deuxièmement, comme a dit quelques-uns, comme
on dit quelques-uns déjà. Si on avait la possibilité ici de manifester, on ne chercherait pas de faire ça ailleurs. Si on avait accès au président de la République, moi je dis en tant que député, pendant 11 ans, j'ai demandé de rencontrer le chef de l'État, lui présenter la menace que le Nigeria posait au Boutoukata Ranch. Elle ne m'a jamais reçu. Une fois, elle a demandé au feu DCC de me recevoir. Donc, ce manque d'accès pousse les gens à aller où ils sont libres, n'est-ce pas, d'exprimer leur mécontentement. Ça ne veut pas dire autant que ce sont les non-patriotes. Non, pas nécessairement. Peut-être ce sont les vrais patriotes. Parce que tout le monde sait que ça ne marche pas. Là où je suis, mon téléphone ne marche plus. Les piles, depuis combien de jours, n'avons pas d'électricité. À Boya, sans parler du fond, à l'intérieur. Donc nous savons qu'il manque quelque chose de grave dans le pays. Comment alors exprimer? Si vous exprimez tel que je fais ici, quelques heures après, terrorisme, insurrection, incitation, mais avec la loi contre le terrorisme de 2014, personne n'a plus la possibilité de dire ce qui ne va pas. Or, si nous disons ce qui ne va pas, et le chef de l'État dit, oui, j'ai compris, ça nous réconforte. Mais, tel que nous sommes, il n'y a aucun accès, lui, il s'en fout, et s'en va traiter ailleurs. Moi qui suis là, j'ai commencé par dire que j'avais développé des problèmes cardiaques, vasculaires, au CED. On bloque même ma pension, on bloque, on gèle mes comptes. Mais comment voulez-vous que je pense? Si j'étais à l'extérieur, je n'allais pas, n'est-ce pas, le confronter là-bas. J'ai écrit à la présidence, il n'y a pas de réponse. Vous voulez qu'on fasse quoi? On meurt en silence. Est-ce que c'est ce que dit la loi? Merci Aya-Paul Abiné. Je précise que vous êtes magistrat hors hiérarchie, ancien retraité, ancien avocat général près de la Cour suprême. Vous êtes président de l'ONG Justice for All, ancien député de la Nation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Actuellement avocat au barreau du Cameroun. Vous défendez les plus faibles, les opprimés dans les régions du sud-ouest et même au-delà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, c'est plutôt moi qui vous remercie parce que vous m'avez donné l'occasion de m'exprimer. Je sais qu'il y a 4 ministres qui sont descendus à Douala, dit que si vous interviewez Paul Ayaon va, n'est-ce pas, c'est pas moi. Je peux vous rassurer que Equinox n'a reçu aucune menace ni consigne. Et il y a 4 ministres qui sont, quand monsieur... L'identité des invités. Mais s'il vous plaît, quand le government spokesman venait ici, il y avait une population là-bas en bas pour l'empêcher, n'est-ce pas? Je sais. Mais donc, je vous remercie de m'avoir accueilli. J'ai eu l'occasion de m'exprimer. J'espère que c'est pour le bien-être de tout le monde. Je n'ai jamais demandé quoi que ce soit pour moi-même. Je demande seulement ma pension et rien. Je n'ai demandé rien du tout, même pas, je sais pas, une nomination. Je n'ai jamais dans ma vie demandé une nomination. Quand je parle de carburant, je parle des routes, je parle des jeunes. Il ne s'agit pas de moi. Alors je vous rassure, Aya-Paul Abiné, le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, a apprécié le professionnalisme d'Equinox et n'a donné aucune consigne sur l'identité des invités, des personnalités politiques à recevoir. On parlait des sécessionnistes. Et nous continuerons à recevoir en toute indépendance les personnalités qui font l'actualité pour qu'elles s'expriment sur des sujets qui permettent de mieux comprendre comment va le Cameroun. Merci également à vous d'avoir participé à cette émission Armstrong Formy et Duval Fangwa. Merci à toutes les équipes techniques conduites par Mitterrand Dam et Emmanuel Wapi. Mesdames, Messieurs, merci de rester sur Equinox Télévision.